Après un service de 18 heures à l'hôpital, je suis rentré chez moi et ma clé ne fonctionnait pas. Ma belle-mère a dit, payez-nous 26 000 $, et nous vous laisserons entrer. Votre sœur a besoin de vacances. J'ai simplement hoché la tête et dit, compris. Puis je suis parti. Le lendemain matin, elle a trouvé une lettre à la porte et s'est mise à crier si fort que les voisins sont sortis. Il y a une certaine forme de fatigue qui ne provient pas du manque de sommeil. Elle s'installe dans vos os, derrière vos yeux, dans cette partie vide de votre poitrine où la joie est censée vivre. C'est ce genre de fatigue que j'éprouvais en rentrant chez moi. J'avais fait un service de 18 heures d'affilée pas seulement pour remplir des fiches ou surveiller les signes vitaux. Je me suis fêlé une côte en faisant des compressions thoraciques sur un adolescent dont les parents étaient toujours dans la salle d'attente. J'ai constaté le décès de 3 personnes, j'en ai ramené 2 à la vie. J'avais du sang séché sur mes manches et l'odeur d'antiseptique incrustée dans ma peau. Ce que je voulais non, ce dont j'avais besoin c'était une douche, un repas tranquille et peut-être 4 heures de sommeil avant de devoir retourner à l'hôpital le matin. C'était tout, c'était toute ma liste de souhaits. Donc, lorsque je suis arrivé dans l'allée et que ma clé ne correspondait pas, mon cerveau n'a même pas pu le traiter au début. Je l'ai tournée à nouveau, je l'ai manipulée, je l'ai regardée comme si elle pouvait s'excuser. Puis la porte s'est ouverte. Ma belle-mère se tenait là en leggings de yoga et un débardeur taché de vin, tenant son téléphone d'une main et une attitude de l'autre. Oh, a-t-elle dit, comme si elle avait oublié mon existence. Vous êtes de retour tôt. Derrière elle, ma demi-sœur était allongée sur le canapé dans mon sweat à capuche, faisant défiler TikTok comme si elle était propriétaire des lieux. Son petit ami, qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis son emménagement, était en train de finir un sac de chips que j'avais acheté. La clé ne fonctionne pas, ai-je dit. Exact, a-t-elle répondu. Nous avons changé les serrures. Le loyer a augmenté. Vous voulez rester ici? Cela représente 26 000 $ d'arriérés de loyer plus les charges. Votre sœur a besoin de vacances, et franchement, vous êtes médecin, vous pouvez vous le permettre. Elle l'a dit comme si elle me rendait service. Je suis resté là, tenant mon sac de sport, mes chaussures collant au paillasson. Je n'ai rien dit pendant un moment, je l'ai juste regardé ou j'ai vraiment regardé la femme que mon père avait épousée alors que j'apprenais encore à me raser, celle qui m'a dit de l'appeler Lisa parce que, belle-mère, sonnait trop formel, mais qui ne m'a jamais traité comme un membre de la famille. Papa a-t-il approuvé ça, ai-je demandé. Elle a souri narquoisement. Votre père est à l'étranger. C'est ma maison. Quand il est parti, je fixe les règles. J'ai regardé au-delà d'elle dans le salon. Mes anciens manuels scolaires étaient empilés par terre, toujours au même endroit où je les avais laissés. Mon nom figurait toujours sur certaines factures de services que j'avais payées le mois dernier. Compris, ai-je dit. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié, je suis juste parti dans la nuit. La douleur dans ma poitrine était plus forte que n'importe quel service que j'avais effectué. J'ai dormi dans la salle d'appel à l'hôpital sur un matelas en plastique, enveloppé dans une couverture rêche qui sentait le désinfectant. Et pendant que je dormais par à-coups, superficiellement, ils ont fait la fête probablement trinqués avec du vin en boîte à leur idée géniale de m'extorquer de l'argent. Peut-être que ma sœur a publié ça en ligne, un TikTok avec une légende mesquine sur le fait que les profiteurs ne bénéficient pas de trajets gratuits pour toujours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'attendais ce moment depuis des années. Le lendemain matin, pendant qu'ils dormaient encore, probablement en soignant leur gueule de bois et leurs idées délirantes, je suis revenu, j'ai frappé une fois, puis j'ai posé l'enveloppe juste au centre du paillasson où elle serait sûre de la voir. Puis je me suis garé au bout de la rue et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, exactement selon le calendrier au quart elle vérifiait toujours le perron vers 9h30, comme une horloge où la porte d'entrée a grincé. Lisa est apparue en pantoufles duveteuses, tenant une tasse sur laquelle était écrit « Maman numéro 1 » en paillettes qui se décollaient. Elle s'est baissée, a ramassé l'enveloppe, l'a ouverte et a crié. Pas un souffle vif, pas un cri de surprise, un cri à plein poumon, qui vous secoue l'âme, un cri de « Quelqu'un est mort ». Les lumières se sont allumées dans la maison en face, un chien s'est mis à aboyer, les rideaux ont bougé, les voisins sont sortis. En toute sécurité dans ma voiture, je l'ai regardé se décomposer, rage, panique, confusion, comme si on venait de lui dire que le monde allait finir. Elle a appelé sa fille. Ma demi-sœur est sortie en titubant, plissant les yeux au soleil, a jeté un coup d'œil au papier et s'est mise à crier. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je n'ai pas sursauté. J'ai juste attendu,
parce que ça ce n'était que le début. Quand j'étais enfant, je considérais cette maison comme un lieu sûr. C'était l'endroit où je courais après l'entraînement de foot, après l'école, après les chagrins d'amour et les genoux écorchés. Le réfrigérateur avait toujours de la Gatorade orange, mon père sentait toujours légèrement le savon et le désinfectant de qualité hospitalière. Il rentrait tard, mais il arrivait quand même à s'asseoir à côté de moi pendant que je faisais mes devoirs, s'assoupissant avec un journal médical sur les genoux. Ma mère gardait la maison au chaud, littéralement et au sens figuré. Elle aimait les plaids, les bougies à la cannelle et les câlins trop longs. Puis elle est morte. J'avais 12 ans lorsque l'accident de voiture s'est produit. Une minute, elle ramassait des cadeaux de fête pour mon anniversaire, la suivante, elle était partie. Mon père n'a pas pleuré aux funérailles, il s'est tenu pour moi, mais je me souviens à quel point il m'a serré l'épaule dans le banc, comme si, s'il lâchait prise, nous allions tous les deux nous effondrer. Pendant un temps, nous étions juste tous les deux, des gens flottant dans le même canot de sauvetage, faisant de notre mieux pour ne pas le faire basculer. Puis est venue Lisa. J'avais 15 ans lorsqu'ils se sont mariés. Elle avait une fille, Kayla, qui avait mon âge, mais nous n'aurions pas pu être plus différents. Kayla était le genre de fille qui appelait les adultes par leur prénom et pensait que ça la rendait mature. Elle passait de la musique à fond dans la cuisine, roulait des yeux constamment et avait un nouveau téléphone tous les 6 mois. J'étais celui qui était silencieux, celui qui était studieux, celui qui était bizarre, selon elle. Papa a été déployé la même année à un contrat à long terme à l'étranger par le biais d'un programme médical militaire. Il a dit que c'était temporaire, qu'il serait de retour avant que je ne m'en rende compte, que Lisa tiendrait le fort. Lisa n'a rien tenu, elle a juste pris le dessus du jour au lendemain. Tout a changé. Les plaids ont disparu, les bougies à la cannelle ont été remplacées par des diffuseurs de parfum à la lavande stérile, la photo encadrée de ma mère a disparu du couloir. Personne n'en a parlé. Je me souviens avoir demandé une fois si je pouvais la garder dans ma chambre. Lisa m'a regardé comme si j'avais demandé à accrocher de la charogne au mur. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous passions tous à autre chose ? Ce qu'elle voulait dire, c'était, ne penses-tu pas qu'il est temps que j'efface complètement ta mère ? J'ai gardé la tête baissée, je me suis concentré sur les études, j'ai intégré l'université Toho Pré-Médecine. J'ai tout fait pour rester hors de la maison au stage, emploi d'été, tout. Je ne suis revenu que pour les vacances ou lorsque j'étais entre deux locations, et même dans ce cas, j'ai payé ma part ou plus que ma part, en fait. J'ai couvert les courses, j'ai partagé les charges, j'ai réparé le lavabo qui fuyait dans la salle de bain du bas lorsque Lisa a dit qu'elle ne voulait pas s'occuper des plombiers. Elle ne m'a jamais remercié. Kayla a fait emménager son petit ami dans la maison quand nous avions 19 ans. Il était plus âgé, tatoué, au chômage et, selon Lisa, mal compris. Il a pratiquement emménagé, a mangé notre nourriture, a diffusé des jeux vidéo à plein volume et n'a jamais payé un centime. Il fait partie de la famille, a dit Lisa. C'est drôle comme je n'ai jamais été qualifié de cette façon. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de médecine, j'en avais fini d'espérer qu'il me traiterait un jour équitablement, mais je continuais à payer les factures, je continuais à aider. Je ne voulais pas de drame, je ne voulais pas de confrontation, je voulais la paix. Et j'ai pensé que peut-être si j'étais assez généreux, assez silencieux, ils me laisseraient tranquille. Ils ne l'ont pas fait. Au moment où j'ai commencé à gagner un vrai salaire, c'est comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Soudain, toutes les conversations au dîner sont devenues une question d'argent. Lisa laissait tomber des commentaires passifs-agressifs sur le coût élevé de l'éducation des garçons et sur le fait que j'avais vécu ici gratuitement pendant si longtemps. Puis ça est devenu moins passif, plus agressif. Elle a commencé à demander si j'envisageais de contribuer un peu plus, même si je payais déjà plus que quiconque. Elle a mentionné que Kayla n'avait jamais eu de vraies vacances et méritait une pause. Puis, un soir, pendant que je faisais chauffer au micro-ondes des restes que je m'étais achetés, elle m'a carrément demandé de payer les arriérés de loyer pour toutes les années où j'avais vécu sous son toit. Kayla a ajouté depuis le canapé, c'est juste. Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai pas répondu, je suis juste resté là, à regarder les lasagnes tourner lentement au micro-ondes, en pensant à la façon dont c'était surréaliste d'être agressé financièrement dans sa propre cuisine. Quelques jours plus tard, les serrures ont été changées, et c'est à ce moment-là que je leur ai donné la lettre. Elle n'était pas en colère, elle n'était pas émotionnelle, c'était juste des affaires, un avis d'expulsion propre et formel agrafé à une copie de l'acte de propriété à mon nom. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils n'ont jamais demandé, c'est que la maison m'avait été légalement transférée lorsque j'ai eu 21 ans.
Mon père l'a achetée avant d'épouser Lisa, elle lui appartenait entièrement, et il me l'a offerte en fiducie, discrètement, sans lui dire un mot au cas où. Je veux que tu sois protégé, quoi qu'il arrive, avait-il dit. Je ne me suis jamais vanté, je ne l'ai jamais utilisé comme levier. J'ai continué à payer les factures, j'ai continué à faire semblant d'être gentil, en pensant qu'un jour, peut-être, il me traiterait comme un membre de la famille. Au lieu de cela, ils ont changé les serrures et ont exigé 26 000 $, alors je leur ai donné 30 jours pour partir. Elles ne l'ont pas bien pris. Au moment où Lisa a vu la lettre, son cri a résonné dans toute la rue. Kayla est venue en courant, a arraché les papiers de sa main et a crié quelque chose que je n'ai pas pu entendre depuis la voiture, mais à en juger par l'expression de son visage, ce n'était pas « merci ». Elles n'y ont pas cru. Nous allons appeler un avocat, je l'ai entendu dire plus tard sur un message vocal. C'est faux. Tu as fait falsifier ça. Tu penses être malin, mais tu ne le es pas, puis sont venus les textos, comment as-tu pu nous faire ça? C'est une trahison après tout ce que nous t'avons donné. Ton père va entendre parler de ça. Je n'ai pas répondu, parce que cette maison ne leur a jamais appartenu, elles n'ont jamais pensé que le jour viendrait où j'arrêterais de faire semblant. Entre-temps, je suis allé chez un ami de la fac de médecine, Jordan, le genre de gars qui a toujours de la poudre de protéines dans le mixeur et qui ne pose jamais trop de questions. Je lui ai raconté l'essentiel, des problèmes de famille, une situation temporaire. Il m'a offert la chambre d'amis, m'a donné une couverture et a dit « cool. Ne me vole pas mes chaussettes. » Les appels n'ont pas cessé. Lisa, Kayla, même le petit ami Otus à tour de rôle sur le carrousel de la culpabilité, tu vas vraiment mettre ta propre famille à la porte? Nous avons pris soin de toi quand personne d'autre ne l'a fait. Après tout ce que nous t'avons donné. Ce qui était drôle, parce que je me suis creusé la tête et je n'arrivais pas à me souvenir une seule fois où Lisa m'avait donné quelque chose qui ne s'accompagnait pas de conditions, de regard noir ou d'un commentaire désobligeant à moins que vous ne comptiez l'anxiété, qu'elle donnait librement. J'ai ignoré les appels, j'ai laissé les textos s'accumuler. Je me suis dit qu'elle ferait rage pendant quelques jours, puis se tairait. Faux. Lisa a changé de tactique. Un message Facebook vague est apparu 2 jours plus tard, c'est une triste journée lorsqu'une personne que vous avez élevée vous tourne le dos. Certaines personnes oublient qui les a nourries toutes ces années. Subtil, un vrai travail de prix Pulitzer. En quelques heures, ses amis du lycée étaient dans les commentaires avec des mains jointes et des émojis de vin. Kayla s'est jointe à la fête avec un TikTok qui disait « POV, votre frère vous met à la porte parce que vous lui avez demandé de payer un loyer pour une fois dans sa vie. » Elle a ajouté un visage triste et un extrait audio tendance pour plus de saveur. J'ai reçu des textos de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tout va bien avec Lisa? Elle dit que tu es agressif. Elle a parlé d'avocat. Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu à cela non plus. Au lieu de cela, j'ai envoyé à mon avocat une copie du dossier de transfert de la fiducie, un avis d'expulsion, des captures d'écran du message Facebook de Lisa et du TikTok de Kayla. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier intitulé « Preuves » et j'ai commencé à enregistrer tout. Elles étaient en train de sombrer, et je documentais tout. Pendant des jours après la lettre, Lisa a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. « Donc, tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit, en sautant le bonjour. « Oui. Tu le regretteras. Cette maison était un cadeau pour cette famille. C'était un cadeau pour moi littéralement. Vérifie l'acte. » Elle a bredouillé quelque chose au sujet des droits moraux et de la trahison, a dit qu'elle parlerait à mon père. Vas-y, je lui ai dit. Il sera bientôt de retour. Attends juste. J'ai hâte, ai-je dit et j'ai raccroché. La vérité, c'est que j'avais déjà parlé avec lui. Papa m'a appelé le soir suivant l'envoi de la lettre d'expulsion. Il avait l'air fatigué, pas confus, pas en colère, juste silencieux. Je m'attendais à ce que ça arrive, a-t-il dit. Tu savais que je ne savais pas qu'elles allaient te mettre dehors, mais je savais qu'elles te poussaient trop loin. J'ai entendu des choses. Il s'avère qu'il avait entendu des choses par le bouche à oreille des amis communs, des voisins, des gens qui avaient vu les messages en ligne et l'avaient contacté, inquiet. Il ne voulait pas le croire au début, mais plus il entendait, plus c'était clair, elles n'étaient pas seulement ingrates, elles essayaient activement de me faire partir. Et il m'a fait savoir qu'il était à mes côtés. Il n'a pas dit grand-chose d'autre au téléphone, juste « envoie-moi les documents. Je vais m'en occuper. » Et je l'ai cru. Mais Lisa ne l'a pas fait. Elle pensait qu'elle pouvait encore bluffer.
Une semaine avant la date limite d'expulsion, j'ai reçu un autre texto, nous ne partons pas. Ce n'est pas légal. Je suis sa femme. Cette maison est pour moitié à moi. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé la prochaine lettre officielle par l'intermédiaire de mon avocat au courrier recommandé. Elle expliquait la fiducie, précisait que la maison était la propriété séparée de mon père, achetée avant le mariage, et qu'il avait le droit légal de me la donner. Les documents étaient propres, la fiducie était étanche, pas de faille, pas d'erreur, juste des faits. Je m'attendais au silence. Au lieu de cela, elles ont redoublé d'efforts. Kayla a fait un autre TikTok, cette fois, elle pleurait à la caméra, disant que son méchant frère les mettait à la rue. Lisa a publié un autre statut Facebook dramatique, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Nous lui avons tout donné, maintenant il veut que nous soyons sans abri. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajouté au dossier, preuve. Le même jour, j'ai reçu un appel d'une des voisines ou une femme âgée et gentille qui avait l'habitude de faire des biscuits quand nous étions enfants. Elles ont dit aux gens que tu avais falsifié l'acte, a-t-elle dit, inquiète. C'est très bien, ai-je dit. Je ne suis pas là pour gagner sur Facebook, je suis là pour récupérer ma maison. Puis est venue la cerise sur le gâteau. 3 jours avant la date limite, je suis allé à ma voiture après un long service et j'ai vu un papier collé sur mon pare-brise ou une note imprimée, tapée négligemment, si tu vas jusqu'au bout, nous ferons en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Ne nous mets pas à l'épreuve. Pas de signature, juste de la lâcheté et du désespoir. J'ai souri, j'ai pris une photo, je l'ai ajoutée au dossier, parce que c'est ça, les menaces, quand vous avez déjà perdu votre patience, votre paix et votre tolérance, il ne reste plus rien à menacer. Laissez-les parler, laissez-les publier, laissez-les crier. J'avais l'acte, j'avais la loi, et surtout, j'en avais assez. La date limite était presque arrivée, tout comme mon père. La date limite d'expulsion est tombée un jeudi. Je n'ai pas dormi la nuit précédente, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais prêt. Ce genre de préparation où votre poitrine est serrée et où vos pensées sont concentrées au laser. J'avais les documents imprimés, j'avais l'avocat en attente, et j'avais ma patience enfouie quelque part sous 6 ans de silence. Elles n'avaient pas fait leur valise, bien sûr, elles ne l'avaient pas fait. Les rideaux étaient toujours tirés, la voiture du petit ami de Kayla était toujours dans l'allée, quelqu'un avait laissé une boîte à pizza sur le porche, comme si cela allait me faire peur. À 10 heures précises, je suis arrivé au pas en blouse, pas tout droit d'un service. J'ai pris la journée de congé, j'ai porté une chemise boutonnée, je me suis même coiffé. Si elles allaient me voir comme le méchant, autant avoir l'air bien habillé en le faisant. J'ai frappé une fois. Lisa a répondu, sans maquillage, les bras croisés. Elle n'a pas semblé surprise de me voir, juste suffisante. Nous ne partons pas. Alors ce sera la dernière fois que je demanderai gentiment. Tu penses pouvoir t'imposer dans la maison de ton père? J'ai levé une copie de l'acte. Ce n'est pas sa maison, c'est la mienne. Vous avez 30 minutes. Elle a ri, elle a vraiment ri. Tu penses vraiment pouvoir mettre ta propre famille à la porte? Déjà fait. Les papiers ont été déposés il y a des semaines. Vous avez ignoré toutes les échéances. Kayla est venue à la porte ensuite, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi, ou peut-être qu'elle venait de terminer sa 3e crise de larmes du matin. C'est illégal. Tu nous mets à la rue. Non, ai-je dit. Vous avez choisi de ne pas partir. Je vous ai donné toutes les chances. Elle a jeté un coup d'œil derrière elle. Nous avons appelé papa. Il arrive. Bien, ai-je dit. J'espère qu'il arrivera avant le shérif. Et comme sur commande, une voiture s'est arrêtée sur le trottoir. Mon père est sorti au plus bronzé, plus lent que je ne m'en souvenais, mais sa présence était toujours imposante. Les antécédents militaires ne quittent jamais vraiment un homme, même lorsqu'il porte un cardigan. Il a marché sur le chemin et m'a regardé en premier au pas Lisa, pas Kayla, moi. As-tu une minute? Nous nous sommes écartés, juste assez loin pour que les autres ne puissent pas entendre. J'ai tout lu dans ses yeux. Chaque document, chaque message que tu as transmis. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. J'aurais dû rentrer plus tôt. C'est réglé ou en grande partie, a-t-il hoché la tête, puis m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Les papiers de divorce. Je les ai déposés à l'étranger. Ce n'est que la confirmation notariée. J'ai regardé l'enveloppe, puis je l'ai regardée à nouveau. Elle ne s'est jamais souciée de cette famille, a-t-il dit.
Elle se souciait du contrôle, des apparences, de te vider de ton sang. Je l'ai vu trop tard, mais je le vois maintenant. Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin de le faire. Puis il a ajouté, plus doucement, presque timidement, j'ai rencontré quelqu'un à l'étranger. Elle est gentille, douce. Elle me rappelle ta mère de manière à me faire sentir moi-même à nouveau. J'ai scié fort. Je ne la remplace pas, a-t-il ajouté rapidement. Mais je pense que je mérite aussi le bonheur. Oui. Nous nous sommes retournés vers la maison. Lisa et Kayla étaient maintenant sur le porche, nous observant comme des faucons qui tournent au-dessus de leur dernière défense. Mon père a marché en premier, calme, même. Je sais tout, a-t-il dit. Lisa a scié. Tout? Quoi, les mensonges, les publications, les menaces, la façon dont tu as traité mon fils? Je n'ai plus rien à te dire. Kayla a ouvert la bouche, probablement pour laisser échapper quelque chose de dramatique, mais il l'a interrompu. Ce n'est pas ta maison, ça ne l'a jamais été. Fais tes valises maintenant. Lisa lui a attrapé le bras. Tu vas juste nous jeter après toutes ces années? Il l'a secoué doucement. Vous vous êtes vous-même jeté. Kayla s'est tournée vers moi, désespérée. Tu ne peux pas simplement. Si, ai-je dit. Et je l'ai fait. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas sursauté. Je suis juste resté là pendant que deux personnes qui avaient autrefois ri de mon épuisement et l'avaient qualifié de faiblesse ont soudainement réalisé que je n'étais plus fatigué. J'en avais fini. Elles ont essayé de gagner du temps, ont essayé de protester, ont dit qu'elles avaient besoin de plus de temps, que c'était injuste, que j'avais tout gâché. Mais au final, elles ont fait leurs valises. Lisa est partie la première, fourrant des choses dans des sacs poubelles, marmonnant au sujet des avocats et de la vengeance. Kayla a fait une tempête dans la maison pendant des heures, claquant les placards et pleurant au téléphone dans des appels qui ne semblaient jamais aller dans son sens. Au coucher du soleil, la maison était calme. À minuit, elle était à nouveau à moi. J'ai marché de pièce en pièce, pieds nus, toutes les lumières allumées non pas parce que j'avais besoin de voir, mais parce que je le pouvais. Parce que, pour la première fois depuis des années, l'espace ne ressemblait pas à un piège, il ressemblait à une maison. Pas de tension dans les murs, pas de faux sourire à la table du dîner, pas de culpabilité d'exister au juste du calme, juste la paix. J'ai fait du café à 2 heures du matin parce que personne ne pouvait se plaindre du bruit. Je me suis tenu sur le porche avec une couverture autour des épaules et j'ai regardé la rue que Lisa avait l'habitude de revendiquer comme son royaume. Elle avait l'air plus petite maintenant, moins menaçante, comme quelque chose que j'avais finalement dépassé. Et lorsque je me suis retourné, je n'ai pas vu les fantômes des vieilles disputes ou de la rage à moitié avalée, j'ai vu la possibilité des sols propres, des murs vides, de l'espace pour respirer. Ma maison, mes règles, ma paix. Cela fait 6 mois. Kayla a emménagé chez les parents de son petit ami. Cela n'a pas duré longtemps, d'après ce que j'ai entendu. Ils les ont tous les deux mis à la porte après quelques semaines, quelque chose au sujet des factures, de l'attitude et du fait de rester éveillé toute la nuit à crier sur les joueurs Xbox par le casque. Lisa a essayé de poursuivre, elle a perdu. Puis elle a essayé de culpabiliser mon père, cela n'a pas marché non plus. Il vit maintenant à plein temps à l'étranger au plus heureux, plus en bonne santé, avec quelqu'un qui le respecte réellement. Il m'a dit le mois dernier qu'il ne s'était pas senti aussi paisible depuis des décennies. Quant à moi, je travaille toujours de longues heures, mais maintenant, quand je rentre chez moi, la clé fonctionne, le réfrigérateur est à moi, le calme est à moi. Personne ne demande d'argent, personne ne claque les portes, personne ne fait semblant que je leur dois quelque chose pour exister. Certaines nuits, je me surprends à attendre la prochaine demande, comme si j'étais toujours câblé pour m'y attendre, mais ça n'arrive jamais. Elles sont parties, et je suis libre. Mais soyons honnêtes, suis-je allé trop loin? Auriez-vous fait la même chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.